Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon best-of pour l'année 2024. Forcément c'est une vidéo que je suis ravie de vous tourner puisque c'est l'occasion de vous parler des livres que j'ai préférés, donc c'est toujours avec plaisir. Aujourd'hui je vais donc vous parler tout d'abord de mon top 10 de mes lectures. Pour le coup le top 10 il est classé. Ensuite j'ai aussi 10 livres qui sont plus des mentions honorables, mais ceux-là je vais passer assez rapidement dessus. Et puis j'ai également fait un petit top du côté des graphiques. Donc voilà, du coup je vais vous parler de tout ça. On va donc attaquer tout d'abord avec le top 10 des romans et on va remonter de la 10e vers la première place. Il y en a quelques-uns que j'ai pas avec moi en format physique, donc comme d'habitude je vous mettrai les couvertures pour cela. Tout d'abord à la 10e place, j'ai décidé de mettre Arpenter la nuit par Leila Motley. Pour le coup celui-ci je l'ai dans la version papier chez Albin Michel, mais je l'avais lu en fait en version audio puisque je l'avais lu dans le cadre du prix Audiolib dont j'étais jury en 2024. Et c'est un récit que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un récit qui est quand même assez compliqué, assez dur, qui est inspiré d'un fait divers qui s'est passé aux États-Unis mais qui a ensuite été réinterprété, etc. pour en faire vraiment un roman. C'est vraiment une fiction. Mais donc on suit ici l'histoire de Chiara qui a 17 ans, qui galère à s'en sortir dans la vie, et pour réussir à s'en sortir elle va commencer en fait à se prostituer, et elle va se prostituer auprès d'une équipe de police et ça va l'entraîner dans tout un tas de réseaux. On a aussi toute sa vie dans des quartiers difficiles, elle essaye de prendre soin des siens, de ceux auxquels elle tient. Mais voilà, c'est un roman qui est très touchant, qui est assez dur et j'ai trouvé très beau. La version audio était vraiment hyper bien faite aussi. Donc voilà, c'est un titre qui m'avait beaucoup marqué et c'est pour ça qu'il se retrouve dans ce top et donc en l'occurrence à la 10e place. Ensuite à la 9e place j'ai mis une duologie, donc 2 romans dont je vous ai quand même pas mal parlé en 2024, donc je pense pas que ce soit une grande surprise puisqu'il s'agit du coup de Loin des îles Mauves par Chloé Chevalier. Donc ici c'est le premier tome, La Sans Étoile, et il y a le tome 2 que j'ai également lu et beaucoup aimé. C'est de la fantasy à destination aux grands adolescents, c'est publié chez la collection R de Robert Laffont, mais c'est vraiment quand même voilà, grands adolescents. C'est un niveau de langage qui est quand même assez avancé, et puis par rapport aux thèmes aussi qui sont abordés, voilà, ça s'adresse plutôt à un public un peu plus grand que le young adulte classique on va dire. C'est un récit qui parle beaucoup d'identité dans un contexte vraiment purement de roman de fantasy, avec des personnages qui grandissent dans une petite île très isolée, à la fois très fondée sur un matriarcat et en même temps il y a un autre peuple qui est là pour servir de reproducteurs et qui sont dominants aussi. Donc voilà, c'est beaucoup d'interrogations par rapport à ça. C'est également un roman qui parle beaucoup d'aventure, du fait de partir loin de chez soi. Et nos personnages rencontrent du succès à l'étranger, rencontrent du succès sur les terres dans lesquelles ils partent, grâce à la vente de la mauve qui est une substance qui agit comme une drogue. Donc voilà, du coup il y a quand même pas mal de thèmes assez différents qui sont abordés dans ce récit-là, mais c'est vraiment des romans que j'ai beaucoup aimés. Je trouve que c'est très bien écrit, qu'il y a plein de réflexions hyper intelligentes. Donc voilà, vraiment c'est très chouette. C'est dans le même univers que les récits du demi-loup, mais ça peut se lire complètement séparément. Si vous avez lu les récits du demi-loup, voilà, il y aura quelques petits points, quelques petits rappels qui sont sympas. Si vous les avez pas lus, c'est pas du tout un problème, vous pouvez lire directement ces romans-là. Ensuite, à la 8e place, j'ai décidé de mettre Tous les silences ne font pas le même bruit par Baptiste Beaulieu. C'est un titre dont je vous ai parlé assez récemment. C'était une de mes lectures du mois de décembre. C'est un titre qui est au croisement entre un roman et un essai, dans lequel Baptiste Beaulieu parle à la seconde personne et s'adresse à son lectorat pour lui parler d'homosexualité, d'homophobie. Et le tout est très documenté avec beaucoup d'études scientifiques, avec beaucoup de références, etc. Et tout est listé à la fin. C'est pour ça que je vous dis que c'est un format un peu mixte avec un essai. J'ai trouvé que c'était vraiment très touchant et vraiment très bien fait. Je vous en ai parlé récemment dans une vidéo, donc voilà, je vais pas m'éterniser plus que ça dessus. Ensuite à la 7e place, un autre récit que j'ai découvert dans le cadre du prix Audiolib, et c'est le récit pour lequel moi j'avais voté, malheureusement il n'a pas gagné. Il s'agit des Enfants endormis par Anthony Passeron, publié lui aussi aux éditions du coup Audiolib pour la version audio. C'est un récit très touchant. Ici aussi on est sur un récit très documenté. C'est un récit en fait dans lequel Anthony Passeron va parler de l'histoire de sa famille, puisqu'il a eu son oncle qui s'appelait Désiré, qui est décédé des suites du sida, à une époque à laquelle on commençait à en parler, mais dans laquelle il y avait encore énormément de stigmas. En l'occurrence, son oncle était héroïnomane, vivait dans le sud de la France, dans un petit village, donc il correspondait pas à l'image qu'on en avait, puisqu'à l'époque c'était considéré comme étant le cancer gay qui touchait des hommes homosexuels à Paris, qui faisaient beaucoup la fête, etc. Au départ on ne connaissait pas les modes de contamination, etc. Donc il y avait beaucoup de préjugés, beaucoup de stigmas par rapport à ça. Les malades, une fois qu'on savait que c'était ça qu'ils avaient, ils étaient vraiment très isolés, plus personne voulait les voir, etc. alors que ça se transmet pas comme ça.
Donc voilà, du coup c'est un récit qui était hyper intéressant, et lui aussi c'est un récit qui est hyper documenté, puisqu'en fait on a à la fois du coup Anthony Passeron qui raconte ses souvenirs d'enfant avec son oncle Désiré, qui raconte l'histoire de cet oncle, et puis on a également toute une partie dans laquelle on suit les chercheurs, notamment les équipes de recherche françaises, puisqu'elles ont beaucoup travaillé pour la recherche à la fois pour découvrir le virus du VIH et puis ensuite par rapport au traitement. Donc de nouveau un titre très documenté, c'est un récit qui est très court en version audio, il fait 4 heures, quelque chose comme ça, 4h30. C'était vraiment super, hyper intéressant et hyper instructif, il est disponible en poche celui-ci aussi. Ensuite à la 6ème place, j'ai décidé de mettre Persona, le tome 2 par Yelena. D'ailleurs elle a annoncé la sortie du tome 3 pour 2025, pour le courant seconde moitié 2025, et je suis hyper ravie de pouvoir me dire qu'on va enfin avoir la suite de cette série, puisqu'il y a eu quelques déboires par rapport à l'édition. Mais en tout cas le tome 3 va arriver et le tome 4 suivra normalement assez rapidement ensuite, et la série sera donc terminée en 4 tomes. C'est une série de fantasy qui est très lumineuse, qui est dans un univers assez flamboyant, assez lumineux, un peu inspiré de la mythologie gréco-romaine. Et en même temps, c'est des jeunes adolescents qui ont des pouvoirs, ils ont chacun des pouvoirs différents et ils essayent de s'en sortir avec leurs pouvoirs. En même temps, ils sont dans une époque de l'adolescence à laquelle ils se construisent, etc. Ils essayent de changer des choses qui se passent autour d'eux, qui leur conviennent pas. Chaque tome propose quand même une histoire, une intrigue particulière, même si forcément il y a une continuité dans tout. Et j'ai hâte de voir la suite, mais ce tome 2 était de nouveau vraiment super bien. Ensuite on arrive dans le top 5 et le 5e titre c'est un titre que je n'ai pas en version physique et c'est un titre qui s'appelle Souviens-toi de moi. C'est publié aux éditions Hachette, je saurais même plus vous dire le nom de l'autrice, je suis vraiment désolée. C'est un titre qui a été une énorme surprise, franchement je m'attendais absolument pas à l'aimer autant et à ce qu'il se retrouve finalement dans mon top de l'année. C'est un récit qui m'intriguait parce que c'est une romance lesbienne qui se passe dans une petite ville des États-Unis, dans un milieu très conservateur et très homophobe. Et le plot de l'histoire, c'est un peu un plot qu'on a déjà vu plein de fois, mais ça fonctionne très bien, c'est très bien fait. À savoir que donc ces deux adolescentes vivent leur romance complètement cachée. Elles prévoient de partir, de changer de vie, de vivre vraiment leur grand amour. Et en fait, l'une des deux va avoir un accident et va perdre toute la mémoire. Et va perdre vraiment sa mémoire complète de ces dernières années. Et du coup, elle ne se souvient absolument pas de leur histoire d'amour. Et finalement, on va les voir retomber amoureuses et réapprendre à vivre ensemble. Et le tout effectivement dans ce contexte hyper homophobe, très conservateur d'une petite ville des États-Unis. C'est un récit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé hyper touchant, c'est super bien fait. Certes, c'est assez classique au niveau du résumé, mais franchement voilà, ça fonctionne hyper bien. C'est un récit que je vous recommande vraiment parce que moi ça a été vraiment une super bonne surprise. Ensuite, à la 4e place, j'ai décidé de mettre le roman Babel par R.F. Kuang. Pareil, c'est un récit que j'ai lu assez récemment, j'ai lu fin novembre, donc je vous en ai parlé assez récemment. Et ça m'arrange bien parce que c'est pas le titre le plus facile à vous résumer. Dans ce récit-là, en gros, au départ, on suit un enfant qui vit en Chine et qui va être récupéré par une personne très érudite qui va le ramener en Angleterre et qui va l'éduquer. Et son but, c'est de le faire intégrer Oxford. On est donc dans un univers dans lequel effectivement il y a beaucoup de choses qu'on connaît, Oxford, le colonialisme, etc. Mais il y a des choses qui sont différentes et notamment les mots et les traductions ont un pouvoir très important et le fait que les mots aient des sens et les petites différences de signification d'un sens à l'autre, d'un mot à l'autre, avec les nuances dans les traductions, etc. C'est de ça dont on tire la magie dans cet univers. Et du coup, donc nous, notre jeune homme, il a été hyper éduqué pour devenir vraiment un savant des langues et intégrer Oxford. Sauf que quand il se retrouve dedans, on se rend compte qu'il y a certaines choses qui ne sont pas tout à fait comme on s'y attend et qu'il y a certaines choses qui sont plus sombres qu'il ne paraît, et c'est notamment lié au colonialisme. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper bien fait. C'est un roman en tome unique, mais il est très long. Bon, là, c'est à l'édition dans un coffret, mais il est vraiment long, il fait un peu plus de 700 pages. Après je trouve quand même que ça se lit bien, même si effectivement il y a quelques lenteurs, mais c'est un tome unique, c'est hyper intéressant, le système de magie est top, et vraiment voilà, j'ai beaucoup aimé, ça a été une super belle surprise, je suis contente de l'avoir enfin découvert. À la 3e place, on reste dans un roman d'imaginaire, et de nouveau un roman quand même assez costaud, avec un univers hyper prenant, hyper original. C'est un peu le point commun entre les deux, et de nouveau un titre qui est aussi vraiment bien écrit, puisqu'il s'agit de Plein ciel par Siècle Valban.
c'est publié aux éditions Big Bang. Pour le coup celui-ci c'est un roman français contrairement à Babel. Dans ce titre-là, pareil, c'est pas facile à résumer non plus du coup. On est sur un récit qui se passe dans un opéra et cet opéra c'est un peu une sorte de ville-état dans lequel tout tourne autour des représentations. Donc toutes les personnes qui travaillent dans l'opéra ont chacune un rôle bien défini. Il y a ceux qui sont sur scène, les danseurs, les chanteurs, etc. Et il y a tous ceux qui se chargent des costumes, tous ceux qui se chargent des lumières, tous les musiciens, tous ceux qui se chargent de l'intendance avec le fait de nourrir toutes les personnes qui vivent là-dedans, etc. Enfin voilà, on a vraiment chaque personne à son rôle et ce rôle est déterminé par rapport à des pouvoirs qu'ils ont ou par rapport à leur absence de pouvoir. Et nous du coup on suit Ivoire qui est une jeune femme qui a un pouvoir qui est lié au ruban et qui du coup fait partie des équipes de costumiers. Pareil, elle rêve d'intégrer cet opéra, quand elle finit par l'intégrer elle se rend compte que tout n'est pas si rose. Et pareil, il y a une histoire avec une rébellion derrière, finalement on est un peu sur le même mode en fait avec Babel. Et pareil, c'est un roman qui est assez long, il fait 500 ou 600 pages, mais c'est un récit que j'avais beaucoup aimé découvrir, hyper original. Pareil, il y a quelques lenteurs, c'est peut-être pas le récit le plus facile à intégrer, mais franchement ça a été une super bonne découverte et une super lecture, donc pareil, un récit que je vous recommande chaudement. À la seconde place, on passe cette fois-ci à un roman contemporain, et ce sera également le cas pour la première place. À la seconde place, j'ai décidé de mettre Il est juste que l'effort soit frappé par Thibaut Bérard, qui est publié aux éditions J'ai lu pour la version poche. C'est un récit qui m'a énormément touchée, sur lequel j'ai énormément pleuré quand je l'ai lu cet été. Et voilà, juste de fait d'y repenser, je suis de nouveau assez émue. C'est un récit qui a une suite qui s'appelle Les Enfants Véritables, qui est un très très beau roman aussi, que j'ai un petit peu moins aimé que celui-ci, parce que ça n'a pas été un coup de cœur, mais pareil, c'est un excellent roman aussi. Dans Il est juste que l'effort soit frappé, en fait c'est l'histoire de deux personnes qui se rencontrent, qui s'appellent Sarah et Théo, et c'est un peu le coup de foudre entre deux, et puis ils vont commencer voilà, à vivre leur vie, etc. Et quand Sarah se retrouve enceinte, on va lui découvrir en fait un cancer. Suite à ça viennent tout un tas de traitements, etc., tout un tas de choses, et c'est un récit qui est franchement assez lourd par rapport à ces thèmes-là. Et en même temps, le récit est raconté du point de vue de Sarah et c'est un personnage qui est très drôle et qu'on a envie de continuer à suivre, etc. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un récit que j'ai trouvé très touchant. Et puis sur la fin, la particularité du roman, c'est qu'il y a un autre personnage qui entre en compte. Très très beau et assez difficile en même temps et j'ai beaucoup pleuré. Donc voilà. Et du coup à la première place, j'ai décidé de mettre un roman que je n'ai pas en version papier, que j'ai lu en version audio et dont je vous ai déjà parlé. Je vous avais dit que ça avait été un gros coup de cœur et qu'il serait difficile à détrôner, et donc effectivement je n'ai rien lu qui l'a surpassé, puisqu'il s'agit du coup de Jacaranda par Gaël Faye. J'avais déjà beaucoup aimé Petit Pays à l'époque où il était sorti, et de nouveau avec Jacaranda, c'est un récit qui est absolument superbe et en même temps qui est très très dur lui aussi. Apparemment j'aime bien les récits difficiles qui font pleurer et dont on ne sort pas indemne. Comme pour Petit Pays, Gaël Faye en fait va s'inspirer de son histoire, de l'histoire de sa famille et l'histoire de sa génération au sens plus large, pour écrire Jacaranda, qui reste quand même une œuvre de fiction. Dans Jacaranda, du coup, on suit un personnage qui a grandi en France, d'une famille qui est originaire du Burundi et du Rwanda, et donc il sait qu'il y a une très grosse partie de sa famille qui est décédée pendant le génocide. Sa mère est arrivée en France, elle s'est mariée avec un Français et elle ne veut pas parler globalement du génocide. Elle ne veut pas parler de son pays d'origine, elle dit que de toute façon il n'y a plus personne, que tout le monde est décédé, etc. Sauf que quelques années plus tard, quand Milan, il s'appelle, est enfant, il y a un garçon en fait qui va arriver chez eux. Et ce petit garçon, il vient du Rwanda et c'est un rescapé de tous les massacres qu'il y a eu, et donc forcément ça ouvre la porte en fait à cette famille en fait qui existe encore et dont il reste des survivants au Rwanda. Et ensuite Milan va aller sur place au Rwanda à plusieurs reprises. Il va notamment assister à des procès gachacha, qui sont donc des procès populaires qui ont été faits pour juger les coupables des génocides, et la particularité c'est qu'effectivement du coup après la fin des massacres, en fait les bourreaux et les victimes ont réappris à vivre ensemble et ont continué à vivre sur les mêmes territoires, dans les mêmes villes, etc. Et du coup voilà, ça parle de tout ça et ça parle de la reconstruction de ce pays. C'est un titre que j'ai trouvé du coup très touchant. Il y a beaucoup de scènes qui sont franchement difficiles, dans lesquelles on parle justement de tous les massacres, du génocide, mais c'est un récit que j'ai trouvé très beau aussi et très touchant. Donc voilà.
Pour ce qui est des mentions honorables, j'ai pas envie que cette vidéo dure encore 50 000 ans, donc je vais vous afficher rapidement à côté la petite story que j'avais fait sur Instagram qui résume un petit peu tout ça. Mais du coup globalement il y avait un peu de tout dedans, il y avait de la fantaisie avec Un jour de nuit tombée qui est un énorme pavé, Les Graciers par Kieran Melwood-Hargrave, Poussière blonde de Tatiana Dronet qui est son dernier titre en date, également le dernier titre de Philippe Besson, Un soir d'été, Peine de mots perdus de Jean-Laurent Del Socorro dans son univers de fantasy qu'il a déjà exploité à plusieurs reprises, Un cheveu de Maël de Sar dans un genre très différent, c'est un contemporain adolescent par rapport à l'alopécie, au harcèlement, etc. qui était hyper chouette, que j'ai beaucoup aimé. J'ai également mis Dans la forêt par Jean Eklund qui est un roman post-apocalyptique survivaliste hyper intéressant. Et puis j'ai également mis 2 titres dont je vous ai parlé vraiment récemment, à savoir Dragon et Mécanisme et La harpiste des terres rouges, qui étaient 2 très chouettes découvertes originales et assez barrées que j'avais faites au mois de décembre. Également oui, Nos armes de Marion Brunet, aussi un très chouette titre sur la prison pour femmes, sur une histoire au-delà de la prison, etc. C'est un très chouette roman aussi. Donc voilà, pas mal de titres, de nouveau une sélection vraiment variée, que ce soit dans mon top 10 ou dans les dimensions honorables qui ont suivi. Et puis du coup pour terminer, je vais également vous parler de titres graphiques. Pour le coup dans les graphiques, il y en a 3 particulièrement qui se sont détachés du lot. J'ai pas établi un classement complet, j'ai fait une sélection de 10 titres et puis dedans voilà, il y a le top 3 qui est vraiment le best-of. À la 3e place, j'ai décidé de mettre Salon de beauté par Quentin Zuiton. C'est un titre qui m'a beaucoup touchée, que j'ai beaucoup aimé. C'était la première fois que je lisais un titre de Quentin Zuiton. C'est pas forcément le style graphique qui m'attire le plus au départ, mais pour autant voilà, ça a hyper bien fonctionné. On est sur un récit qui est en fait l'adaptation d'un roman. J'ai oublié le nom de l'auteur, je suis désolée. Je crois que c'est un auteur sud-américain, si je dis pas de bêtises. Et donc on est sur un récit qui s'inspire en fait des années SIDA. Le mal qui est mentionné dans le récit n'est jamais nommé. On ne sait pas que c'est ça, mais voilà, tout nous laisse penser à ça, y compris l'époque à laquelle ça a été écrit. On est donc sur un récit dans lequel il y a un salon de beauté qui est tenu par plusieurs amis. Certaines personnes, notamment les personnes issues de leur communauté, homosexuelles, qui fait la fête, etc., se retrouvent à être atteintes d'un mal qui les ronge, qui se répand sur leur peau. Et petit à petit, on voit vraiment à quel point ça va être une hécatombe parmi leurs connaissances. Voilà, c'est un récit que j'ai trouvé vraiment très touchant et très beau, avec une très chouette métaphore qui est faite avec en fait leur peau qui se recouvre d'écailles. Donc ouais, c'était vraiment une belle lecture, vraiment touchante, une très bonne surprise. À la 2e place, pour le coup, c'était pas une surprise, je me doutais que c'était un titre que j'allais beaucoup aimer, puisque j'ai mis Minuit passé par Gaëlle Genillier. J'avais déjà beaucoup aimé ses autres romans. On est de nouveau sur un récit qui parle pas mal de différences, comme c'est souvent le cas avec elle, avec l'histoire de Gerlin, qui est un homme qui a grandi dans un grand manoir, et dans lequel il a des souvenirs, mais en même temps pas mal d'amnésie par rapport à ce qu'il y avait dans ce manoir-là, et il se retrouve, alors qu'il est jeune papa, à retourner habiter dans ce manoir avec son fils. Sa femme est en déplacement, mais elle va arriver dans les prochaines semaines. Et donc voilà, il réapprivoise cette maison et tout ce qui s'est passé dedans, avec en même temps son fils. Ça parle du coup de l'enfance, de nostalgie, etc. C'est un titre que j'ai vraiment trouvé très touchant et que j'ai beaucoup aimé. Et puis du coup à la 1re place, pareil, c'était un titre qui était une complète découverte sur la plateforme Isneo, comme c'est le cas de pas mal de mes lectures graphiques. Il s'agit de Silence d'amour par Mathieu Parciboula. C'est un titre hyper touchant, dans lequel en fait on va suivre l'histoire d'un homme qui a perdu sa femme et sur son parcours de deuil. Il vivait en France, il décide de partir en Italie pour essayer d'aller rejoindre les origines de sa compagne, apprendre à connaître les siens, etc. C'est un titre vraiment voilà, très touchant, avec un style de dessin absolument superbe, tout en aquarelle, assez coloré, etc., assez à l'image de la couverture. Et voilà, j'ai vraiment trouvé ça très beau, c'est un titre qui m'a fait pleurer, vraiment voilà, c'était un gros coup de cœur à la lecture, et ça reste du coup ma plus belle lecture graphique de l'année. Et sinon pareil, je vous mets le petit template que j'avais fait avec toutes mes autres très belles découvertes graphiques de l'année, si vous voulez voir ça. Sur ce, j'en ai donc terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop long. J'espère vous avoir donné envie de découvrir certains de ces titres, parce que j'ai fait plein de très belles découvertes en 2024 et que j'ai eu plein de coups de cœur et de superbes lectures, certains qui n'étaient pas forcément des coups de cœur à la lecture, mais qui au final ont été vraiment marquants, et au moment d'établir mon top, je ne pouvais pas passer à côté du fait de les remettre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos plus belles lectures de l'année. Et puis donc sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!